Bonjour à vous tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Le réseau GIE, Groupement pour l'investissement et l'entrepreneuriat en Tunisie, s'est créé au lendemain de la Révolution. Il a tenu pas mal de réunions publiques en vue d'encourager les Tunisiens de la diaspora avant tout à se réunir et deuxièmement à entreprendre dans leur pays d'origine et à développer les marchés des acteurs de ce réseau. Aujourd'hui, le réseau est donc heureux de vous accueillir, partis politiques qui avaient accepté notre invitation, pour débattre et présenter votre vision économique et comment relancer aujourd'hui l'économie en Tunisie et encourager la diaspora tunisienne à investir et à entreprendre dans son pays d'origine. Merci à vous tous. Merci, donc voilà, on est prêt pour commencer, c'est parti pour 50 minutes, exactement 7 minutes pour chaque parti politique, comme on avait dit tout à l'heure. Donc vous avez intérêt à bien un peu positionner votre discours en 2 voire 3 parties, donc 3 minutes, voire 2 minutes 50 pour chaque question. Après, il y aura donc un mini débat entre nous et avec la salle. Il sera surtout question, donc, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est d'apporter votre vision par rapport au programme politique et économique surtout de vos partis à la veille de ces élections législatives qui seront suivies bien sûr par les présidentielles. Tout le monde est d'accord, il y a un seul constat en Tunisie aujourd'hui sur le bilan économique et surtout sur la situation économique et financière du pays, c'est que un constat qui est peut-être délicat pour ne pas dire alarmant. Le pays passe par une période de transition à la fois politique et très fragile économiquement. Il y a eu beaucoup de propositions jusqu'à maintenant des partis politiques. Peut-être il y a beaucoup de ressemblances, mais voilà. Donc ce serait l'occasion pour débattre par rapport à ça. Quelles seront donc vos propositions à la fois pour l'économie du pays, mais aussi pour vous tous, pour nous, même si je ne suis pas tunisien, mais je le suis de cœur, vu que j'étais étudiant il y a une quinzaine d'années à Tunis et j'ai vécu pendant 4 ans. Donc voilà, je me considère aussi tunisien et maghrébin avant d'être aussi tunisien ou marocain. Donc sans trop tarder, on commence donc le débat avec M. Faisal Sbaï. J'espère que j'ai bien prononcé le nom, qui est du parti At-Tayyar. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de répondre en arabe dialectal ou al-ijaba bil-lugha al-arabiyya al-fusha, ou sinon tout simplement en langue française. Je pense que c'est parti, on est déjà à 14 secondes, c'est très bien calculé. Voilà, pour vous, quelles seraient donc les propositions de votre parti politique pour avancer un peu cette économie qui est en berne, avant de passer à la diaspora? D'accord. Tout d'abord, je remercie l'association pour l'organisation de ce débat et pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Faisal Sbaï, donc je suis tête de liste Tayyar Démocrate et France Nord. Donc, notre symbole, c'est la bicyclette et le numéro de la liste, c'est le numéro 19. Donc, je représente la partie Tayyar Démocrate. C'est un parti social-démocrate qui appelle à un régime basé sur la justice sociale et la distribution équitable des richesses. Donc notre liste, c'est une liste de jeunes compétents, dynamiques. On a 3 docteurs, un en chimie, un en mécanique et un en mathématiques appliquées. On a 2 ingénieurs, un en télécommunications et un en informatique et performance énergétique. Maintenant, je vais répondre à votre question concernant notre programme et surtout le volet économique. De manière générale, en fait, ce qu'on propose dans notre programme, on propose, maintenant qu'on sort d'une période transitoire de 3 ans, on propose derrière ce programme-là un nouveau modèle de société basé sur la transparence, basé sur la liberté, basé sur les droits de l'homme. Et sur le volet économique, on a à peu près 5 objectifs à atteindre à travers ce programme-là. Le premier, c'est mettre en place et renforcer la transparence dans le domaine public et la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Je tiens juste à rappeler que Tayyar Démocrate, c'est le seul parti, peut-être en Tunisie ou même dans le monde arabe,
qui publie sur son site internet chaque 3 mois ses sources de financement. Donc on publie, on est vraiment transparent. Et la transparence chez nous, c'est une culture. C'est pas des paroles ou des choses qui sont écrites sur le papier. Deuxième objectif, c'est ce qu'on a remarqué. Je sais pas, il y a un article qui est sorti il y a une semaine, je crois. On dit qu'un fonctionnaire en tunisien, il travaille à peu près 8 minutes par jour. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qu'on a constaté, c'est que il y a un laisser-aller au niveau dans l'administration, dans les entreprises. Et ce qu'on veut à travers ce programme-là, c'est de promouvoir la valeur travail, promouvoir l'effort et mettre en valeur le mérite et l'effort. Donc on veut redonner la valeur travail au peuple tunisien et encourager le travail. Voilà. Troisième objectif, en fait, à travers ce programme-là, c'est on veut aussi, on a un État lourd à peu près, on a plus que 600 000 fonctionnaires. Malgré ça, l'État est absent, est complètement absent dans le territoire tunisien. L'État est absent dans la culture, dans le sport, dans l'économie, dans l'éducation. Donc ce qu'on veut, c'est renforcer le rôle de l'État, et en particulier pour l'économie, c'est que son rôle de régulateur, et surtout de préserver les secteurs vitaux pour qu'ils restent secteurs qui appartiennent à l'État et non pas les privatiser. Ensuite, et ça c'est notre cheval de bataille, c'est réduire le chômage. Et nous, à Tel Démocratie, ce qu'on croit, c'est pas en embauchant dans la fonction publique ou bien dans les entreprises publiques, on asphyxie les entreprises publiques par des fonctionnaires qu'on va régler le problème du chômage. C'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est créer la croissance. Nous, actuellement, nous sommes à entre 2 et 3%. Pour absorber les 700 000 chômeurs, on a besoin à peu près entre 8 et 7%. Et pour atteindre cet objectif-là, il y a plusieurs éléments, plusieurs mesures à prendre. Et c'est ça notre objectif, c'est de créer l'investissement, encourager l'investissement privé-public et partenariat privé-public, encourager le travail et surtout l'investissement pour qu'on puisse créer la richesse et derrière absorber les 700 000 chômeurs qu'on a. Donc ça, c'est parmi nos principaux objectifs. Ensuite, on a, je vous donne juste les chiffres, à peu près on a 13% du chiffre d'affaires des entreprises est dilapidé à cause de leur. Ce qu'on veut faire, c'est réformer l'administration dans le sens où qu'elle soit alléger les procédures pour les entreprises, encourager les entreprises à investir et que l'administration soit accessible à tout le monde. Et dernier objectif à travers ce programme, c'est de mettre en place une bonne gouvernance pour nos richesses naturelles. Pétrole, gaz, les métaux. Donc c'est ça les objectifs. Maintenant, je vais passer rapidement aux outils. Donc là, c'est l'objectif. Maintenant, je vais passer vous êtes presque à 5 minutes, juste pour vous le dire, si ça dépend comment vous allez... Très rapidement pour les outils, donc on a 4 administratifs et surtout, on a l'intégration de l'économie tunisienne dans l'économie mondiale avec un ensemble de mesures. On met l'accent sur le développement régional et le développement durable. D'accord. Après, c'est détaillé sur le site Pontienne. Ok, d'accord, c'est très bien. Concernant la diaspora tunisienne qui veut entreprendre, investir, revenir au pays, participer au développement économique du pays, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme? D'accord. D'abord, un Tunisien qui vit en France est d'abord tunisien. Il est tunisien. Et on a un programme qui s'adresse à tous les Tunisiens. Donc, c'est-à-dire notre objectif, c'est pour encourager les Tunisiens résidant en France à investir en Tunisie. D'abord, c'est de créer un climat propice à l'investissement. C'est de lutter contre le terrorisme, garantir la sécurité, lutter contre la corruption, mettre en place des mesures de transparence. Et ça va encourager que ce soit l'investisseur tunisien ou bien étranger à investir en Tunisie. Maintenant, en particulier, on a une mesure phare qui consiste pour les Tunisiens en France, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des pôles d'investissement. Maintenant, un Tunisien qui vit en France, il veut investir en Tunisie, il est perdu entre les services de l'État. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut centraliser tous les services dans un pôle qui est présent dans tous les gouvernorats et qui est présent aussi dans les consulats en France, et qui permet de centraliser tous les services pour que l'investisseur puisse accéder à l'information rapidement.
Ok, d'accord, très bien. Donc il nous reste encore peut-être une vingtaine de secondes. Vous dites que parmi les mesures phares de votre parti politique, c'est la réduction du chômage. On est presque à 700 000 chômeurs. Vous tablez sur 7% de croissance, c'est bien ça? On ne table pas sur 7%, on ne peut pas atteindre tout de suite à 7%, on est réaliste aussi. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif d'ici 5 ans, peut-être on atteint 5 à 6 l'objectif. Mais pour qu'on puisse absorber les 700 000 chômeurs, on a besoin à peu près, c'est les économistes qui disent ça, à peu près de 7 à 8%. D'accord. On reviendra peut-être tout à l'heure même avec la salle, parce qu'il y avait beaucoup d'autres partis politiques qui ont fait ces promesses de 5, 6, 7% de taux de croissance il y a 2-3 ans, que ce soit en Tunisie ou même ailleurs, et qu'on est toujours... De l'ancien régime, ils ont atteint 5% de croissance. Hein. Et ils ont donc, on parle de ce régime. Mais en tout cas, je vous remercie, merci beaucoup, et on reviendra sûrement tout à l'heure sur d'autres questions avec le public. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Monsieur Moustapha Bernad de l'éveil arabe pour l'unité, c'est bien ça? Voilà, marhaba bik, ahlan wa sahlan, marhaba bik, ahlan wa sahlan. Voilà, donc on attend juste 2 secondes de temps que ce soit mis en place. Donc vous avez vu un peu cet exercice qu'on a commencé un peu, c'est un peu très difficile de maîtriser un peu son temps. Donc voilà, il faut juste être bref, concis et passer le message. Voilà, top chrono. Donc ça commence sans tarder, votre programme économique pour la Tunisie de demain. Bon, ok, bonjour à tous. Demain, bonsoir. On se présente, donc on est la seule liste indépendante qui est animée par des personnes donc, du terrain. Il y a des hommes d'affaires et il y a donc des ingénieurs et il y a des cadres dans le financement de PME avec une proximité de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes là, grâce à vous, à votre association, on est là donc pour parler de notre programme, notamment économique, et qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour attirer les investisseurs en Tunisie. Bon, sachant que la Tunisie, donc, c'est notre patrie à tous et dont nous aimons. Bon, on était amené à la quitter, mais elle est toujours dans notre cœur. Bon, il est vrai qu'actuellement en Tunisie, elle traverse une période donc un peu difficile, même trop difficile, vu que donc c'est des problèmes économiques, des problèmes donc de sécurité notamment. Nous avons un objectif précis, c'est de pouvoir faire en sorte que la Tunisie soit un pôle d'attractivité et qu'elle sera donc un pont entre l'Occident et l'Afrique et demain le monde arabe. Bon, comment on peut en arriver là? On va faire un petit constat des lieux. L'État, normalement, il doit absolument donc veiller à sa vocation, garantir la sécurité. Il doit prendre des mesures qui répondent aux attentes des investisseurs, notamment des étrangers et de ceux de la diaspora, afin de les attirer à investir et à contribuer à l'essor de notre patrie. La fiscalité, elle doit être adaptée. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu, par exemple, des erreurs dans les différents gouvernements du passé qui avaient déjà pris des mesures qui étaient amenées à les retirer à la dernière fois, ou qui avaient même changé, notamment sur des avantages qui étaient acquis, notamment de la loi 72. Bon, pour en arriver à notre but. Donc, il ne fallait pas commettre les erreurs donc, des précédents gouvernements. Il faudrait que toute la fiscalité de notre pays doit être discutée et votée à l'Assemblée nationale. Plus de décrets. Parce qu'à titre indicatif, il y a eu la dernière fois un décret qui devrait être appliqué et qu'après, sous la pression de la population, donc, de certaines personnes, l'État a été obligé de le retirer. Ce qui creuse un fossé, notamment dans son budget. Bon, on va continuer. Bon, la Tunisie, elle est confrontée actuellement, comme j'ai dit, à des difficultés. La première, c'est la crise économique, la crise financière, la crise budgétaire, tout ça qui aboutit à une crise de confiance. Comment nous proposons donc aux Tunisiens de la diaspora notre plan d'action? Il consiste, par exemple, pour en remédier pour les problèmes économiques. D'abord, des réformes afin de les encourager à les investir dans les endroits reculés. Il faut dire que la Tunisie, il y a la Tunisie côtière et la Tunisie des endroits reculés. Développer l'infrastructure des offres logistiques. Il ne faut pas que tout centraliser, par exemple, vers le nord, alors qu'on a quand même des ports et on a la chance que la Tunisie est entourée quand même par des deux côtés de la mer. Autre chose, donc, développer l'infrastructure, comme j'ai dit, logistique, faire de la Tunisie une plateforme d'échange intercontinental et développer l'entrepreneuriat. Pour la dimension financière, il faudrait, nous proposons et nous veillons et nous ferons en sorte
qu'il y aurait une convertibilité du dinar. Ça pourrait aider les investisseurs à avoir confiance et pouvoir en bénéficier plus tard avec... parce qu'un investisseur, son but quoi? C'est d'investir et de pouvoir en récolter les fruits de son investissement. Donc il faudrait qu'il puisse en jouir de son surplus légalement et facilement, donc sans avoir des recours, de contraintes qui sont des fois qui le stoppent, quoi, même qui le freinent à ne pas investir. Donc on passerait aussi par un partenariat entre l'État et les organismes publics et privés, qu'ils soient nationaux et internationaux. Pour le problème budgétaire, comment assainir les finances publiques? C'est vrai, il y a quand même, je pense que l'État tunisien maintenant a beaucoup de fonctionnaires, et notamment il y a une inflation de fonctionnaires pendant les précédents gouvernements. Il faudrait quand même que les fonctionnaires doivent répondre à un besoin, et un besoin parfait, et qui ne nécessite pas, par exemple, qui ne peut pas creuser un trou budgétaire, notamment dans l'économie tunisienne. On va optimiser la fiscalité. Il faut dire que la fiscalité, maintenant, tout le monde ne la paye pas. Il y a des gens qui, bon, il y a de l'économie souterraine qui cause quand même un ennui énorme pour le budget de l'État. Il faut en remédier, il faut en stopper, il faut absolument donc chercher à savoir quelles étaient ces causes-là et qui est derrière ça et à qui profite de cette économie souterraine. Donc lutter contre le commerce illégal, ça fait en sorte que tout le monde puisse contribuer à payer donc ses impôts. Et parce qu'il faut dire que vu que les impôts sont assez lourds, des fois la fraude paye et malheureusement au détriment donc des gens qui travaillent légalement. Tous ces éléments doivent permettre de pallier aux problèmes généraux qui est la crise de confiance. Donc mettre un terme à la fraude, à la corruption, à la bureaucratie, donner confiance aux entrepreneurs et aux ménages afin de consommer. Donc les investisseurs doivent donc avoir confiance pour pouvoir investir et pouvoir donc avoir la possibilité de créer donc des outils de travail et faire en sorte de diminuer le chômage et autres, et aux ménages de pouvoir consommer afin que leur pouvoir d'achat puisse être protégé. Parce qu'il faut dire quand même il y a une inflation de 6%. 6%, c'est quand même une inflation galopante. Donc, pour nous, la seule liste indépendante, 7 minutes, m'avez dit non? Oui, il vous reste encore 1 minute 20. Donc, nous veillons à faire en sorte que l'État doit être le garant, il doit être un État régulateur. On fait confiance quand même aux investissements privés, on fait en sorte que le développement de nos régions, notamment, c'est notre base. Même par des moyens, par exemple pour la création d'entreprises, en une journée, on peut, dans un bureau unique, on peut créer ce qu'on avait besoin pour créer une entreprise. Et faire en sorte que l'impôt sur les sociétés, il est très lourd. Faire en sorte, pourquoi pas imiter l'Irlande et autres, surtout que nous, on n'a pas des contraintes comme par exemple les pays européens par des budgets, donc ils doivent être cohérents entre eux. Nous, qu'on puisse proposer une baisse, une réduction de taux d'imposition des entreprises. D'accord. Très rapidement, vous avez parlé de la fiscalité, donc vous préconisez plus ou moins l'éradication de cette économie parallèle, souterraine, qui représente, d'après peut-être quelques statistiques, 50% de l'économie réelle tunisienne. Comment vous allez faire pour garantir cette balance entre l'économie parallèle et la vraie économie qui représente 50%? Notre but, nous, c'est d'éradiquer l'économie parallèle. Parce que cette économie parallèle, elle nuit non seulement à l'image de la Tunisie, elle nuit à l'économie tunisienne, elle nuit aux Tunisiens. Elle profite que certaines bandes, on ne sait pas qui, et cela, c'est par un État qui doit être quand même apte, qui doit être un État fort. Vous allez proposer quoi à ces familles qui vivent par ce genre de commerce, ce genre de trafic? Monsieur, alors, si eux, ils peuvent donc vivre du commerce illégal, pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas les autres? La loi doit être parfaite et appliquée pour tout le monde. On dit on va essayer d'étudier cas par cas, parce que je sais très bien, dans notre programme, nous, on était les seuls à proposer dans le social au moins une visite médicale annuelle pour tout le monde. Et on était prêt à étudier le cas par cas, pourquoi on est pauvre. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Banat. Merci beaucoup. Voilà, la troisième personne qui va intervenir, c'est monsieur Anis Fenniche de l'Alliance démocratique.
Donc voilà, vous l'aurez compris pour vous-même et pour les autres candidats qui vont suivre. Vous avez 7 minutes, mais en sachant que vous avez presque 3 questions là-dedans. Donc sur les propositions d'économie, sur la diaspora et aussi peut-être une autre question. Voilà, juste pour voilà, maîtriser votre temps, vous avez donc le temps juste devant vous. Donc c'est parti, votre programme économique pour la Tunisie. Très bien, donc je vous remercie tout d'abord pour l'invitation, pour avoir organisé ce débat. Je me présente rapidement, je suis Anis Afnish, je représente l'Alliance démocratique. L'Alliance démocratique, c'est la liste numéro 12, donc avec le logo Al-Qanf Tunsi. Nous sommes un parti social-démocrate, un parti centriste, un parti qui prône la justice sociale. Et en tant que parti social-démocrate, nous pensons qu'il faut donc un rôle important pour l'État et un secteur privé puissant et sain. Donc par rapport au rôle de l'État, nous pensons en fait que la Tunisie a connu une révolution dont l'aspiration forte était la dignité. Pour nous, la dignité signifie deux choses. C'est un travail et un salaire décent. Pour atteindre cet objectif, il nous faut de la croissance, une croissance contenue et soutenue. On pense à l'Alliance démocratique, donc il faut créer efficacement la richesse, puis la distribuer d'une façon équitable. Cela implique, dans les conditions actuelles, que l'État prenne ses responsabilités en main et qu'il soit donc la locomotive de l'économie, la locomotive de la croissance et donc du progrès social. Ça implique des investissements dans des grands projets, dans les régions donc défavorisées. On compte donc réaliser ces investissements sans faire recours à la dette. On pense que la dette ces dernières années n'a pas servi donc au développement du pays, ça a servi juste au service de la dette, au fonctionnement de l'État. Comment faire? Il y a donc des outils financiers qui existent, donc les partenariats privés-publics. Nous-mêmes, on les a donc utilisés, donc, notamment dans le passé avec Simon Sofchefor, qui est l'un de nos leaders, qui a appliqué ça pour financer donc, la construction du lac tunisien. Donc, lac, c'est un projet qui était, c'est l'un des premiers projets tunisiens financés grâce au partenariat privé-public. Voilà, on pense donc qu'il faut donc utiliser ces moyens, donc solidaire et participatif pour financer donc ces grands projets, et on pense aussi donc qu'il faut donc un secteur privé sain et fort, et par rapport à ça on a des propositions concrètes. Tout d'abord, le problème du secteur privé aujourd'hui en Tunisie, c'est qu'il y a une certaine dichotomie. Il y a l'offshore et l'onshore. Les études ont démontré que cette dichotomie nuit à la croissance économique. On veut donc à l'Alliance démocratique aller vers une homogénéisation des deux secteurs, ce qui implique une réforme du code fiscal. Ça implique donc, entre autres, baisser donc, les impôts pour le secteur onshore et augmenter un peu ce qui est en train de se passer, en tout cas donc, pour l'offshore. Pour cela, il faut donc introduire quelques taxes, etc., pour garder l'équilibre budgétaire, comme donc une taxe sur les revenus ou un impôt minimum de remplacement. Entre autres, pour le secteur privé, on souhaite développer tout un écosystème favorisant donc l'entrepreneuriat et la prise de risque. Ça implique donc tout ce qui est business angels, tout ce qui est structure de capital risque. Et nous proposons aussi donc, au sein de l'Alliance démocratique la création d'une banque publique d'investissement qui va orienter ces investissements vers les secteurs donc, porteurs et vers les PME surtout et l'économie sociale et solidaire. Et concernant, oui, il vous reste encore un peu de temps, mais juste pour passer un peu aux propositions par rapport à la diaspora tunisienne qui veut investir en Tunisie. Très bien, juste un dernier point par rapport au secteur privé qu'on trouve très important, c'est que le secteur privé tunisien était jusqu'à l'instant basé sur les secteurs à faible valeur ajoutée. Ça doit changer et on pense donc orienter les investissements vers les secteurs à haute valeur ajoutée. Et donc via donc, des avantages fiscaux, via des crédits de recherche
Et même les grands projets en soi, ils vont aider donc cette logique parce que parmi les grands projets, il y aura par exemple le développement de la DSL partout en Tunisie. D'accord. Pour répondre à votre question, donc l'investisseur tunisien, qu'il soit en Tunisie ou à l'étranger, ça reste un investisseur tunisien et on doit donc lui offrir les conditions donc nécessaires pour pour que son investissement soit sûr. Et donc l'État doit prendre son rôle, il doit donc assurer un climat de sécurité et il doit donc faciliter certaines choses. Et par rapport donc à la diaspora donc en particulier, nous proposons donc la création de cellules spécialisées donc pour accompagner donc les investisseurs étrangers et les investisseurs tunisiens pour faciliter leur démarche, pour la mise en contact donc avec des investisseurs en Tunisie, pour matcher plus ou moins donc la demande et l'offre et organiser donc tout un tas de trucs, des forums, des rencontres, expliquer les démarches, etc. D'accord, vous avez parlé des investissements dans les régions reculées. Vous avez pris peut-être l'exemple avec Monsef Chekrouho concernant le lac, sauf que le lac, à mon avis, c'est pas un endroit très très reculé, voire même très huppé de la capitale. Donc, qu'est-ce que à vous l'époque, proposez? il était. À l'époque, c'était Sapra. Il n'y avait rien. Sauf que c'était pas reculé par rapport au pôle économique et politique et administratif de la capitale en tout cas. Pour ces régions reculées, qu'est-ce que vous proposez pour mettre en place des investissements, des sociétés? Jusqu'à maintenant, je pense les gouvernements qui sont passés depuis la Révolution jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à porter ce défi. Bien sûr, donc ce que je disais, j'ai pris comme exemple donc le lac. Le lac à l'époque donc c'était une zone inhabitée et nous pensons donc lorsqu'on parle de zones défavorisées, on parle de zones intérieures mais aussi des zones sur la côte parce que sur la côte il y a les grandes villes certes qui ont un certain développement mais autour de ces villes c'est le désert économique. Donc on veut favoriser à la fois les zones défavorisées à l'intérieur du parti et sur la côte. Par rapport à ça, donc notre axe c'est le développement des partenariats privés-publics et l'investissement donc massif en infrastructure. Et par infrastructure, on pense aux autoroutes, on pense aux chemins de fer, on pense à la DSL et on pense à la santé. Nous pensons au sein de l'Alliance démocratique que ça va ramener les investisseurs, qu'on va réussir donc à créer à intégrer donc ces régions dans les tissus économiques tunisiens et que donc le travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Fneish. Merci. Voilà, j'appelle maintenant monsieur Reda Bourguiba du mouvement Chab. C'est ça? Chab, c'est ça? شعب شعبي Chab, tout court. Hein? الشعب Chab, son mouvement. شعبي La C'est Chab. mouvement Chab. Un mouvement Chab. شعب oui. Voilà, peut-être que j'ai mal prononcé. Voilà, je suis désolé. Donc voilà, vous avez donc idée sur l'exercice. Voilà, votre programme économique à la veille de ces élections cruciales législatives pour la Tunisie. Donc je me présente, Bourguiba Riva, le coordinateur de la campagne du mouvement Chab, la liste numéro 3 donc, pour France 1 et liste numéro 16 pour France 2. Donc je pense que la faillite du système Ben Ali était surtout la faillite du système économique. Donc continuer avec les mêmes logiciels, continuer à développer les mêmes secteurs, donc n'apporte rien au problème économique de la Tunisie. Donc non, je pense qu'il faut réorienter l'économie tunisienne vers des secteurs porteurs et des secteurs stratégiques où l'État doit être très présent. Et ces secteurs stratégiques sont en l'occurrence l'agriculture, l'énergie et surtout l'énergie renouvelable, la santé et la recherche. Donc c'est vers ces secteurs-là que l'économie tunisienne donc, doit se réorienter. Le mouvement Chab, dans son programme populaire, patriote populaire, donc, propose donc, une révision des partenariats économiques. Donc, nous avons accès depuis des années, je pense que c'est le problème de tout le Maghreb, l'économie maghrébine est axée sur l'Europe. Donc, je pense que nos échanges se passent à plus de 50% avec l'Europe, et généralement aux dépens du Maghreb. Donc, les accords qu'on a vu notre poids politique et économique, donc, vu qu'on est incapable de se mettre ensemble
donc pour des raisons historiques et tout ça. On est incapable de peser sur ces rapports qui se font généralement aux dépens de l'économie maghrébine et en l'occurrence tunisienne. Donc le mouvement Shah propose de revoir ces accords donc, et de développer, essayer malgré la crise libyenne, de créer des ponts entre nos 4 pays ou même 5 avec la Mauritanie, donc, parce qu'on a déjà un grand marché qui, je pense que les économistes considèrent que ça va apporter 2 à 3 points donc, au PIB des différents pays. Donc il y a ça, il y a aussi je pense que nous avons, dans ces secteurs stratégiques, on a une marge, donc l'échange économique doit se faire aussi avec l'Afrique. La Tunisie a des atouts, on a des groupes privés qui ont réussi à investir le marché africain, donc où des sociétés de travaux publics tunisiennes construisent des autoroutes en Côte d'Ivoire récemment. Il y a beaucoup de groupes tunisiens qui sont introduits au niveau de l'Afrique, mais là, si on compare par exemple avec le Maroc a toujours depuis des années donc, a compris l'importance du marché africain qui maintenant attire y compris les Chinois, les Américains, et qui est le futur, donc l'avenir un peu économique mondial. Donc, je pense que la Tunisie ne fait pas assez d'échanges avec l'Afrique, alors que nous avons au niveau des groupes, les grands groupes publics tunisiens comme STEG, la société d'électricité, qui travaille malheureusement en sous-traitance pour EDF, alors qu'elle est capable de prendre elle seule, toute seule, des marchés. Donc je pense que le développement économique doit se diriger vers l'Afrique. Et nous avons des atouts. J'étais, à titre personnel, secrétaire de l'UGED Paris 8, où on a 28 nationalités, et nous avons inscrit au moins de 300 à 400 étudiants de toute nationalité en Afrique qui sont maintenant des hauts responsables en Afrique, et c'est un réseau qu'on peut développer. Chacun à son niveau peut apporter ses réseaux, peut apporter ses connaissances donc, à nos sociétés tunisiennes. D'accord. Concernant la diaspora tunisienne, surtout les investisseurs, voilà, les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui veulent investir en Tunisie, qu'ils ont perdu, je pense, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, qu'ils ont perdu la confiance à l'État pendant ces dernières années, disons ces 10 dernières années. Comment vous allez maintenant les pousser à revenir au pays? Quand vous êtes tunisien, on a un épouvantail donc, au niveau des investissements en Tunisie qui s'appelle l'API. L'API, c'est l'agence de promotion des investissements. Si vous posez la question à tous les Tunisiens, on vous dit donc c'est une agence qui est spécialisée dans le vol et le détournement des projets. Vous présentez un projet à l'API qui ne vous aide pas, donc qui est supposé, donc c'est l'agence de promotion des investissements, qui est supposée vous apporter donc, des informations sur les incitations, sur les régions où il faut donc, on prend votre dossier et au bout d'1 mois ou 2 mois, on vous dit non, vous savez, votre projet n'est pas viable, et vous découvrez après que votre projet a été vendu ou a été repris par quelqu'un d'autre et qu'il marche très bien. Donc nous, on propose la création d'une mission. J'ai entendu quelques propositions, ébauches de propositions. Nous proposons la création d'une mission économique dans l'ensemble des ambassades tunisiennes. Donc cette mission, elle sera composée de fonctionnaires détachés par les différents ministères concernés par l'investissement à l'étranger. Par exemple, le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, de la Santé, de toutes sortes de ministères, avec aussi la présence d'administrations qui sont impliquées dans l'investissement, comme la douane et beaucoup d'organismes. Donc, le but donc, de cette mission, avec bien sûr un attaché économique qui veille sur cet organisme. Le but est non seulement de fournir avec une base de données où un investisseur tunisien n'a plus besoin de donner son projet. Il suffit d'aller sur le site qui a un lien avec les différents sites de différents ministères et administrations en Tunisie. Vous avez toutes, si vous voulez investir par exemple dans les zones intérieures, donc vous trouvez votre projet dans l'agriculture, vous trouvez l'information nécessaire. Donc là où il faut l'implanter, là où vous avez plus d'incitation, là où vous allez avoir plus d'avantages. Donc avoir ça. Et surtout, le plus important dans cette proposition, c'est que ces projets et ce montage de dossiers l'ensemble de ce montage se fait ici,
On n'a plus besoin, parce que maintenant le problème c'est que quand vous arrivez avec votre projet, on a beaucoup de monde qui sont rentrés après la Révolution et qui tout simplement, ils ont tout perdu, parce qu'ils ont ils ont tout perdu, ils sont rentrés avec beaucoup d'argent, ils sont tout perdus parce que quand vous rentrez, vous arrivez, non seulement vous perdez du temps ici, et quand vous arrivez là-bas, vous avez 6 mois de tracasserie administrative entre la douane. Quand vous finissez tout ça, soit vous trouvez votre matériel complètement détruit parce qu'il a été laissé en plein air, donc sous la pluie. Donc on propose que tout le dossier se fait ici et l'investisseur, quand il arrive à Tunis, donc il a juste à vérifier avec la douane les différentes, ce qui reste de démarches. Et il faut qu'au bout d'une semaine, 15 jours maximum, qu'il sorte son matériel et qu'il commence un peu son projet. Très rapidement, ce dispositif que vous proposez, est-ce que vous pensez que l'administration tunisienne est prête aujourd'hui à avoir ce genre de service, surtout que tout le monde parle, non pas que en Tunisie, mais beaucoup même dans d'autres pays, de la bureaucratie, de ces difficultés. L'administration tunisienne, notre atout, donc pendant les premières semaines de la Révolution, on disait que la Tunisie fonctionnait donc il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais le pays continuait à tourner. Les hôpitaux étaient ouverts, les écoles étaient ouvertes, les universités étaient ouvertes. Tout fonctionnait. Donc on a une administration très performante. Donc le problème, c'est que le système instauré par Ben Ali a créé une corruption et on a des hauts fonctionnaires qui sont d'une grande intégrité et qui apportent beaucoup de choses. Donc je pense que la Tunisie et l'administration tunisienne sont capables. Donc, et ces missions économiques, elles ont un double avantage parce qu'aussi, elle encourage l'investissement vers la Tunisie et aussi elle favorise donc, les sociétés tunisiennes qui sont installées en Tunisie pour les faire connaître à l'étranger et leur offrir une vitrine. Merci beaucoup, M. Boulguiba. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc il nous reste encore 3 autres intervenants. Bon. Heureusement. La seule femme présente ici, en tout cas la candidate, la seule, Madame Seida Ounissi du parti Al-Nahda. Donc voilà, c'est à vous pour nous développer un peu votre parti économique pendant ces élections législatives. Et après, on parlera de la diaspora tunisienne, ou si vous voulez faire peut-être un résumé des deux, quand vous voulez. D'accord. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Merci pour le GIE d'avoir organisé cette occasion-là. Alors effectivement, l'économie tunisienne, tout à l'heure vous avez dit qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la campagne, mais en fait c'est l'un des principaux sujets aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une situation qui est difficile. Ces 3 dernières années nous ont permis de faire un constat aussi, d'ouvrir des dossiers qui étaient jusqu'à présent relativement confidentiels et de se rendre compte de l'ampleur de la difficulté dans laquelle on se trouve, notamment avec un État qui est beaucoup trop présent là où parfois il ne devrait pas. Donc nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est d'établir en Tunisie une économie sociale de marché. C'est-à-dire à la fois permettre aux investisseurs de venir, les investisseurs locaux et les investisseurs étrangers. Il faut que notre marché soit attractif. Mais il faut aussi qu'il y ait une redistribution de la richesse pour que personne ne reste sur le carreau et pour que cette redistribution de la richesse-là permette d'engager un cercle vertueux qui profitera économiquement à tout le monde en Tunisie. Alors, en parlant d'industrie, on veut qu'il y ait un investissement fort, public, dans le domaine industriel. On a des ressources en Tunisie, on a par exemple le phosphate, mais aujourd'hui, il faut faire le constat qui est que nos infrastructures sont vétustes, il faut absolument les moderniser, il faut lancer de grands plans de travaux publics. Parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie notamment et de développement économique dans les régions défavorisées si elles sont enclavées, si elles n'ont pas de route, s'il n'y a pas de chemin de fer pour transporter les marchandises, s'il n'y a pas de possibilité pour les gens qui habitent dans ces régions-là d'aller vers les centres urbains et d'avoir un emploi et de contribuer par la suite au développement de leur région d'origine. Et en parlant de région d'origine, c'est peut-être une occasion aussi de parler des Tunisiens résidant à l'étranger, qui sont une population qui a de l'argent. Moi, là, je l'ai vu dans les campagnes, on a été reçus de très bonne façon de la part de beaucoup d'investisseurs et de la part d'hommes d'affaires qui aimeraient et qui nous ont fait part, à nous, candidats, de leur volonté d'aller investir dans leur pays. Mais ils se plaignent du manque de transparence. Ils ne savent pas aujourd'hui quels sont les mécanismes à leur disposition pour mettre de l'argent
dans le pays, à part bien sûr pour l'immobilier, qui ne fait pas tourner l'économie, on sait. Mais cette frilosité de la part des investisseurs, c'est aussi lié au fait que, administrativement, c'est encore beaucoup trop long. Donc, une réforme du secteur public est nécessaire pour encourager ces gens-là à développer et à s'investir économiquement dans leur pays. Il faut aussi qu'il y ait tout un ensemble de services bancaires qui puissent leur permettre de suivre leur argent, de savoir où ils sont. Et pour cela, les nouvelles technologies sont obligatoires. Et en Tunisie, on a, la possibilité, avec un nombre incalculable de diplômés chômeurs, dont beaucoup aussi sortent de formation informatique. Pourquoi ne pas tabler sur ce secteur à très haute valeur ajoutée où nous pourrions devenir des leaders dans notre région? Par rapport à la dette, parce que je pense que c'est tout un état d'esprit que l'on doit développer par rapport à ça. Il faut aujourd'hui que nous soyons responsables par rapport à la dette que nous avons, que nous payons nos dettes, et cette responsabilité-là va aussi permettre de créer un cercle vertueux au sein même de la famille économique pour enfin avoir des patrons responsables, pour avoir des gens qui font usage d'une éthique forte. Et c'est ce qui nous manque aussi dans le secteur économique aujourd'hui. Pour revenir à la question des investisseurs, les investisseurs ne vont pas revenir tout seuls en Tunisie. Il faut que l'État donne l'exemple aujourd'hui. Il faut que l'État investisse massivement en compagnie des investisseurs privés. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous parlons à longueur de pages des partenariats publics-privés dont nous pensons qu'à très court terme, ça peut donner des résultats encourageants. Enfin, valoriser nos exportations, ça c'est quelque chose aussi où les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent contribuer. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on vendrait nos produits agricoles, dont notamment l'huile d'olive, à des prix qui sont très très bas? Et ensuite revendus ici parce que mis en bouteille, designé, mis sur le marché, on pourrait nous-mêmes aujourd'hui vendre nos produits finis et arrêter d'exporter nos denrées alimentaires de la sorte. Et ça permettra de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et enfin, il est très important d'avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de réussite économique s'il n'y a pas de stabilité aussi politique. Et cette stabilité politique-là, elle se fait et elle s'obtient en étroite collaboration avec les forces syndicales, les représentants syndicaux en Tunisie, qui peut-être ces dernières années ont pu parfois, leur réticence exprimée de la sorte, causer des problèmes dans des secteurs stratégiques pour nous, notamment le phosphate. Voilà, donc cette réussite-là va se faire de concert avec le maximum de partenaires sur la scène tunisienne. Très bien, vous avez parlé de la dette de la Tunisie qui n'a cessé d'accroître pendant ces dernières années. On ne va pas parler maintenant de qui était responsable, de qui le responsable actuel, mais comment faire face aujourd'hui par rapport à cette dette énorme? Est-ce que vous proposez un remboursement, un échéancier? Comment vous allez faire face pendant votre programme? L'endettement public, il faut aussi relativiser les choses. L'endettement public, il est de près de 50% en Tunisie. Donc par rapport à d'autres pays, notamment le pays où je vis, la France, il n'est pas catastrophique. Mais encore une fois, pas les mêmes économies. C'est pas les mêmes économies, vous avez raison. Mais quand je dis qu'il faut être responsable, c'est-à-dire qu'il faut rembourser petit à petit ces emprunts-là. Si nous créons de la richesse et qu'il y ait aussi une réforme d'un point de vue fiscal. Vous savez aujourd'hui que très peu d'entreprises, le chiffre que nous avons obtenu notamment du groupe de travail qui a travaillé sur le nouveau code de l'investissement, c'est qu'il y a moins de 5% des entreprises publiques qui contribuent, eux, à 80% du budget de l'État. Donc moi, je suis sûre qu'on peut faire payer beaucoup plus d'acteurs économiques en ayant, encore une fois, tout un système pour encourager les entrepreneurs à aller dans le secteur formel. L'économie informelle, l'un de mes collègues en parlait tout à l'heure, ça représente 42% de l'économie tunisienne. Ce n'est pas parce que ces gens ont envie d'être dans l'illégalité, non. C'est parce qu'ils ont besoin de souplesse, parce qu'ils ont besoin de visibilité. Et aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de leur offrir ça, donc il faut absolument réformer l'administration à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup. 7 minutes pile poil. Merci. On passe directement avec M. Marwan Felfel de Nida Tunis. Pas encore, c'est pas grave, on va. Non, c'est pas grave. Je vais rajouter les 20 secondes à la fin, c'est pas grave, Manish. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Non, Manish. Bonjour, pardon.
Donc voilà, c'est parti pour vous, Monsieur Felfal. Si vous voulez bien nous exposer pardon, votre programme économique. Alors, le programme économique et social de Nida Tounes, il est sous le signe de l'espoir aujourd'hui. C'est un programme de sauvetage, tout d'abord, et après d'espoir, de relance économique. Avec principalement l'instauration d'un nouveau modèle économique en Tunisie, qui s'impose. Ce programme économique et social a 6 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est sauver le pays de la crise et engager une croissance soutenue. Un deuxième objectif, ça sera de promouvoir la technologie et développer les secteurs à forte croissance, créateurs d'emplois, les nouvelles technologies, miser sur l'intelligence artificielle, sur aujourd'hui l'industrie de l'intelligence, sur l'informatique, sur les secteurs de nouvelles technologies. Réformer en profondeur, en troisième objectif, le système de formation, d'éducation et de recherche en Tunisie. Quatrième objectif, c'est réformer en profondeur aussi le système financier, bancaire, la bourse et aussi la réforme fiscale qui s'impose. Le dernier objectif, c'est créer une synergie entre 3 secteurs aujourd'hui que notre modèle économique, ce nouveau modèle économique se base. L'État, le secteur privé et le secteur solidaire et social. Pour cela, il y a un programme que Nida Tounes a programmé, a établi pour les 100 premiers jours de son gouvernement. Car on a présenté un programme électoral avec des engagements chiffrés, avec des promesses, mais aussi avec des engagements, surtout pour les 100 premiers jours, pour rétablir la confiance. La confiance du citoyen vis-à-vis de l'État, de l'investisseur, la stabilité, réaffirmer l'autorité de l'État, améliorer nettement le climat des affaires en Tunisie, et pour lancer ces réformes et relancer l'économie tunisienne. Pour les 100 premiers jours, je citerai, il y a pas mal de mesures qui sont dans notre programme, mais je citerai principalement les réformes, dès le premier jour, les réformes sur la vérité, la justice, la réconciliation nationale, la réforme et l'indépendance de la justice, qui sont importantes pour le climat d'affaires. Aussi la création des institutions républicaines autonomes, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, la Haute Autorité de l'information et de la communication, et une instance nationale de lutte contre la corruption. C'est parmi les premières mesures dans les premiers jours, les 100 premiers jours. Nous engageons aussi les procédures nécessaires au rétablissement de fonctionnement normal des institutions, c'est-à-dire redonner la confiance à l'administration, pour qu'on aura un service public et pas une relation d'administration citoyenne, mais une notion de service public. Un état des lieux sera établi rapidement, des mesures décidées pour faire redémarrer toutes les institutions et instaurer la redevabilité à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est la notion et l'essence même du service public. Car aujourd'hui, l'administration qui est handicapée, qui handicape aussi tous les investisseurs, l'État, avec une administration en panne, on ne peut pas avancer. Ça sera parmi les mesures d'urgence. Aussi, nous allons engager les procédures nécessaires en termes de nomination dans les postes politiques de responsables compétents, intègres, respectueux, car on a vu qu'on ne peut pas aujourd'hui rétablir la confiance sans des responsables et des nominations compétentes et intègres. Parmi aussi les mesures, réaffirmer
l'autorité de l'État. L'État doit être ferme. Surtout, il y a la menace sécuritaire terroriste aujourd'hui qui plane sur la Tunisie, qui handicape tout projet de relance. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas parler d'investissement lorsqu'il y a aujourd'hui une menace sécuritaire. Je trouve que toutes les mesures qui ont été évoquées jouissent d'un large consensus au sein de tous les partis sur le plan économique. Car il y a eu un dialogue national en Tunisie économique. Et que le résultat de ce dialogue était communiqué à tous les partis. C'est-à-dire le diagnostic est le même pour tous les partis politiques et les réformes aussi qui doivent être engagées rapidement, tout le monde, plus ou moins, il est d'accord. Car on sait aujourd'hui où est le problème et quelles sont les réformes. Anida Tounes, on a les moyens, on a les compétences capables de mener à bien ces réformes, de changer et rétablir la confiance des citoyens dans la gestion de l'État, car pour nous, c'est le premier défi à Très bien. soulever. Et concernant la diaspora tunisienne, qu'est-ce que vous préconisez, Anida Tounes? Alors, notre vision pour la diaspora, que les Tunisiens à l'étranger sont des Tunisiens à part entière, partenaires dans la vie politique, économique, culturelle de leur pays. C'est la vraie richesse de la Tunisie. On le répète et on est conscient, Anida Tounes, c'est la vraie richesse de la Tunisie. Peut-être on a parlé tout à l'heure de ressources naturelles. La Tunisie n'a pas énormément de ressources naturelles. Sa vraie ressource naturelle, c'est sa diaspora, c'est les Tunisiens à l'étranger. C'est les vrais ambassadeurs de la Tunisie, c'est la richesse nationale aujourd'hui. Et d'un point de vue stratégique, Anida Tounes place les Tunisiens à l'étranger vraiment au cœur de toutes les stratégies. Concrètement, pour les investisseurs tunisiens, qu'est-ce qu'on propose? Premièrement, et d'une manière très urgente, la création d'un guichet unique au niveau des ambassades où il y a une concentration tunisienne pour les investisseurs. Un guichet unique pour faciliter toutes les démarches de création d'entreprises depuis le pays de résidence sans être obligé d'aller en Tunisie, de se perdre dans les paperasses. Et on sait cette démarche de création, elle est toujours parfois qui n'aboutit pas à la création d'entreprises. Alors, très bien. Je suis vraiment désolé, mais on a atteint les... juste un point, effectivement, oui. C'est-à-dire le programme de Anida Tounes, c'est assez important. 7 minutes ne suffit pas. Oui, tout à fait. Oui, exactement, oui. Mais ce qui est bien, sur le plan économique, il y a un large consensus entre les différents partis aujourd'hui. C'est vrai, et avec quelques différences quand même. Mais qui reste sur les réformes, minime. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Felfal. Donc notre dernier, bon voilà, il se reconnaît tout seul, monsieur Mouez, donc Bendia de Atakatul. Voilà, donc oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, vous pouvez commencer à. Alors. Bonjour. Bonjour, à présenter votre Moez parti. Bendia, je suis candidat d'Ettakatol aux législatives sur la circonscription France 1, membre du bureau politique d'Ettakatol aussi, et puis j'étais conseiller du ministre des Affaires sociales en Tunisie. Bon ben, dommage qu'on parlera pas de social aujourd'hui. Surtout que l'économie, quand elle n'a pas pour objectif principal de servir l'humain, donc le social, de développer l'humain, n'aura aucun sens. Donc, c'est cette vision que nous avons et c'est pour ça que nous prenons que le modèle économique que nous avons en Tunisie doit être changé puisqu'il a atteint ses limites. C'était un modèle basé sur le coût. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à un modèle qui est basé sur la productivité, donc investir dans l'humain pour que l'humain nous le rende bien, développer l'humain afin de développer aussi la valeur ajoutée et surtout quand le principal défi aujourd'hui, c'est qu'on transforme notre Tunisie en un pays attractif pour un certain type d'investisseurs. Les investisseurs, avant on était en 80, on était à 28, là on est à 28%, là on est passé autour de 20%, alors qu'il nous faut 7% d'investissement supplémentaire pour pouvoir éponger l'offre supplémentaire sur le marché de l'emploi en Tunisie. Et
le problème, c'est que avant on acceptait tous les investisseurs. Aujourd'hui, il faut qu'on change d'optique. Il ne faut plus qu'on donne des avantages fiscaux comme on l'a fait sans contrepartie. Il ne faut plus qu'on pense juste à l'investissement et non à la pérennisation. Aujourd'hui, c'est un investisseur qui est un vrai créateur d'entreprises, donc de valeur ajoutée à l'économie, qui veut investir et développer, il est le bienvenu. Celui qui vient dans une logique de spoliation, juste pour bénéficier de quelques avantages momentanément et après faire le paquet et partir, nous, on n'en a pas plus besoin en Tunisie. Ça a souvent été le cas, mais on n'en a plus besoin. Maintenant, pour rendre la Tunisie attractive pour ces investisseurs, il y a différents axes sur lesquels il faut absolument travailler. Le premier, c'est l'apaisement politique. Aujourd'hui, c'est de notre responsabilité en tant que classe politique d'apaiser politiquement, et je pense qu'on va passer une nouvelle étape, puisqu'on aura des élections, et puisque aujourd'hui, contrairement à 2011, tout le monde est d'accord sur ce que nous avions proposé en 2011 à l'époque, c'est l'union nationale, pour ne plus avoir des gens qui travaillent et d'autres qui critiquent, et alors qu'on est dans une phase qui est transitoire et qui est délicate de facto. Ce n'est pas une phase normale dans la vie d'un pays, et par conséquent, aujourd'hui, tout le monde en est conscient, et c'est très bien. Donc je pense qu'on va dépasser cette étape. La deuxième chose, c'est l'apaisement sécuritaire. C'est un grand défi, surtout que c'est géostratégique, et que nous subissons aussi ce qui se passe dans la région tout entière, comme la France d'ailleurs qui le subit. Et donc il faut consolider vraiment notre corps de sécurité nationale, y compris l'intérieur comme le militaire, et ce à travers déjà des éléments qui sont connus. On ne va pas proposer un programme sécuritaire dans un programme de parti, puisque une stratégie sécuritaire, si tu la mets, elle ne sera plus utile, puisque ceux qui veulent du mal au pays vont la connaître. Mais c'est vraiment au niveau des moyens humains et financiers pour les équipements, et surtout le moral des troupes, c'est-à-dire que le policier ou l'agent ou le militaire, quand il va vouloir défendre son pays, il va s'exposer. Il ne faut pas qu'il se dise « et s'il m'arrive quelque chose, ma famille, qu'est-ce qu'il en adviendra ?» Nous proposons que toute personne qui meurt qui est martyr de la nation continue à bénéficier de la progression professionnelle posthume pour sa famille, afin que au moins ce souci financier, pour qui je vais les laisser, et qu'il n'y ait plus lieu. Maintenant, je ne vais pas trop m'étendre sur le sécuritaire, ce n'est pas le sujet. Nous avons aussi la stabilité juridique. Il ne faut plus que nos textes de loi changent tout le temps. Il faut qu'on fasse un grand chantier d'harmonisation de tout ce qui est lois qui sont relatives à l'investissement, et qu'on stabilise pour donner de la visibilité. Aussi, c'est valable pour la fiscalité, qui doit être une fiscalité juste. Et il faut aujourd'hui, le problème de notre système fiscal, d'ailleurs, lors de notre passage au ministère des Finances, on a lancé un projet de refonte de tout le système fiscal qu'on a mis en discussion auprès de tous les intervenants. Le problème de la fiscalité tunisienne, c'est qu'il y a eu trop de modifications, trop de détails, ça c'est compliqué. On n'a plus de vraie visibilité sur la fiscalité en général tunisienne, ce n'est plus simple. Et donc l'investisseur, quand il vient, il va devoir connaître toutes les lois fiscales, sociales, etc. pour pouvoir investir avant de prendre sa décision. Donc ça, c'est vraiment aussi un axe majeur. Maintenant, l'administration, je vais essayer de récapituler rapidement parce que le temps passe, vu que l'administration nécessite de revoir tout ce qui est corruption, verrouiller le système, et ce n'est pas compliqué, moderniser, et puis établir une administration simplifiée avec une relation de proximité avec le citoyen, à travers aussi la décentralisation pour être en proximité partout en Tunisie. Non, même si je continue, il y a le volet de l'apaisement social qui est primordial. Et là, ce que nous voulons réaliser, c'est la continuité de ce que nous avons déjà fait, la signature du contrat social qui prévoit une caisse de perte d'emploi et qui va permettre aussi d'avoir l'acceptation de la flexibilité.
mais aussi on a le Conseil national du dialogue social pour pérenniser et avoir un dialogue social continu. Et vu que le temps passe, je ne peux pas oublier la formation, l'adéquation de cette formation avec les besoins de l'entreprise. Et puis aussi, il y a encore d'autres volets, mais vraiment, bah oui, mais de toute façon, le débat va continuer donc, avec la salle. Vous aurez vu 75% de notre vision, pas toute. Voilà, mais c'est le cas pour les autres partis politiques aussi. Mais juste concernant votre parti, concernant la diaspora qui veut entreprendre, investir en Tunisie, quel accompagnement, quelles mesures vous proposez aujourd'hui? Alors tout d'abord, il faut définir un lien qui est gagnant-gagnant entre les Tunisiens, où qu'ils soient, et tous, et leur pays. Aujourd'hui, une de nos principales mesures que nous avons mises en place pour la diaspora, même si ça ne relève pas de l'investissement, puisque l'investissement est une résultante. Ce qui est le plus important, c'est de maintenir le lien et de le renforcer. Aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau des transferts de fonds, c'est-à-dire que pour envoyer un virement, ça dure longtemps et ça coûte cher. Pour envoyer un mandat à sa famille, ça dure longtemps et ça coûte cher. Et très généralement, on passe par le circuit parallèle pour pouvoir faire un transfert. Tu donnes à un tel, je te donne ici. Et bon, et puis, je vais résumer. Donc, il faut faciliter ça, réduire les délais et les coûts, et surtout, la mesure que nous proposons, c'est que les Tunisiens à l'étranger puissent financer l'économie nationale en mettant à leur disposition des bons de trésor libellés en devises et remboursables en devises, parce que 3% d'intérêt aujourd'hui pour un Tunisien en France, c'est important comme taux d'intérêt, alors que pour le FMI, c'est le taux normal. Donc moi, je veux que nous nous substituions en tant que Tunisiens à l'étranger au maximum à tout ce qui est prêteur de... Merci beaucoup, monsieur Moaz Boundia. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir respecté cette règle et d'avoir joué le jeu pour cet exercice que j'avoue très délicat. Donc voilà, on ouvre le débat. Si vous avez des questions à poser donc, aux 7, c'est bien ça, aux 7 candidats ici présents. Donc on prendra peut-être 5 ou 6 questions, voilà. Et après on appellera les candidats à répondre et à apporter des éclaircissements. Peut-être que oui. On va vous laisser 5-10 minutes pour respirer un peu, une petite pause. boire un peu d'eau. Ensuite, je veux prendre au savoir maintenant dans l'auditoire, parce que nous avons des questions internet, qui va poser des questions et à quel candidat, pour que nous puissions noter et organiser juste la rotation. Donc ceux qui auront des questions à poser dans l'auditoire hors parti politique peuvent